L'origine de la commune de Pounéour, c'est Torgane-Santénéour, donc la colline de Saint-Énéour. Voilà, donc tout à l'heure on va gravir cette colline et puis on arrivera là-haut et on trouvera peut-être l'ermite chez lui, voilà, sur le rocher de Saint-Énéour. Voilà, ça sera notre prochaine étape. Là, donc c'est la base. L'abandon de terres agricoles, parce que là on est sur des terrains qui ont été abandonnés il y a on va dire une quinzaine, une vingtaine d'années à peu près. Et donc la nature reprend ses droits. Les prunelliers, les chênes qui se repoussent, les oiseaux sont là, donc c'est bien, ce sont de bons jardiniers. Et bon, ça c'est des parcelles qui étaient cultivées autrefois. Alors juste pour vous donner un petit ordre d'idée, la commune fait 5175 hectares, donc c'est quand même très étendu. Et il y a 2300 hectares de surface agricole utile, donc pas la moitié. Alors on comprend facilement quand on voit tous les monts d'arrêt avec les landes, mais ce qu'on oublie souvent et ce que les gens ont quelquefois sur la commune, c'est tous ces petits lieux, ces vallées encaissées, tous ces bois, ces taillis qu'il y a partout sur la commune et qui en fait qui empêchent toute pratique agricole, quoi. Si ce n'est le bois de chauffage, là vous avez pu voir que ça laisse au moins les arbres pousser tranquillement dans le fond des vallées. Et des fois c'est bien agréable pour tout le monde, donc tant qu'ils seront sauvés de cette façon-là, un jour ils vont peut-être mourir de leur belle mort, mais bon, il y a d'autres qui viendront les remplacer. Voilà, on va continuer, on va approcher du premier point, je dirais, de visite un petit peu particulier, donc le lit de Saint-Énéour. Mais avant, si je ne me trompe pas, parce qu'il y a beaucoup de petits sentiers, je vais vous montrer quand même, voilà. Donc on en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Alors ce qu'on oublie souvent, c'est qu'en dehors du schiste, la roche la plus présente ici, c'est le granit. Vous avez pu voir quelques beaux exemplaires là. L'église de Pounéour est construite en granit de Pounéour, ainsi que le porche de Saint-Égonac. On oublie, on pense toujours qu'ils étaient plus riches que nous, mais non, ils venaient chercher les cailloux quand même à Pounéour. Parce que le rocher de Pounéour, c'est un rocher qui est très très dur aussi, qui n'est pas du tout comme le Kersanton. D'accord ? Et donc on n'a jamais trouvé, sauf si quelqu'un peut me dire le contraire, de carrière de granit sur Pounéour. Donc on suppose, et il n'y a pas de trace, que toutes les pierres, je dirais, de taille que l'on trouve sur l'église ont été tirées de gros blocs de granit en fait qui étaient apparents, et tout à l'heure je vous montrerai là, j'espère que je ne vais pas me tromper, vous allez voir deux jolis exemplaires. Alors si certains ont été à la vallée des Saints, il y a eu un reportage dernièrement, je ne sais plus sur quelle émission, c'est pas Thalassa, c'est ça. Donc il montrait notamment, c'était Quito, qui attaquait donc une sculpture de 17 tonnes je crois, et le bloc faisait 31 tonnes je crois au départ. Alors vous allez voir tout à l'heure ce que ça peut représenter, je ne sais pas quel poids elle peut faire, la pierre qui est là, mais c'est énorme. On est passé en bas là, de la langue verte là, que vous voyez. On a fait le tour de cette parcelle là. Donc on est passé dans l'autre vallée, vous voyez de l'autre côté, donc oui, c'est plein de vallées comme ça qui se succèdent. Et donc on voit les landes, et autres. Et on aperçoit quelques rochers aussi, vous voyez, quelques blocs de granit là. Alors j'allais juste vous demander de vous mettre de chaque côté du chemin. Tout simplement. Alors, est-ce que vous remarquez quelque chose là, sur ce chemin là? C'est de la tôle ondulée. Oui. Hop, piochait et avançait et faisait donc son petit tendard en fait si vous voulez. D'où cette trace là que l'on retrouve. Alors on la retrouve aussi beaucoup dans les monts d'Arrée, quand vous êtes dans certaines garennes des monts d'Arrêt, là c'est pareil, vous avez des tertres comme ça, des petites bandes de terre. Donc, comment? Ça perdure aussi longtemps? Ah oui, parce que c'était fait c'était assez remonté si vous voulez, je pense que les gens devaient tirer de chaque côté un petit peu vers le milieu, quoi. Et donc chacun faisait sa part, je suppose qu'en fin de journée on regardait le nombre de rangs que chacun avait fait et la pitance était en fonction du travail effectué dans la journée. On plantait essentiellement des bêtes, pas beaucoup de légumes ici, pas de culture maraîchère à Pounéour. Il fait trop froid. Le Gulf Stream il passe là-haut, mais on sent un petit peu son influence ici, mais beaucoup moins quand même qu'à Roscoff par exemple. Donc c'est essentiellement des plantes fourragères, essentiellement pour nourrir les animaux. Puisque la pomme de terre c'est pareil, c'est pas une culture qui s'est vulgarisée depuis très très longtemps, quand même non plus.
Donc c'était essentiellement des cultures fourragères. Mais là, vous parlez de quelle époque Là, 18e à peu près. Ah ouais. 18e, 19e aussi, hein, jusqu'à au moins la moitié du 19e siècle. Vous avez du sarrasin, non? Sarrasin, oui, aussi. Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Et puis aussi, bon, ils avaient aussi quand même, il y avait aussi les cultures hein, de blé, hein, de céréales aussi quand même, hein, parce qu'il fallait quand même fabriquer le pain aussi. Donc il y avait quand même quelques céréales, si vous voulez, mais c'est pareil, hein, c'est pas des terres très très propices au. Vous voyez des blocs un petit peu de granit qu'il peut y avoir. Quoi. Ah bah c'est bon. Et alors c'était pas ici, c'est une autre vallée, c'est sur la vallée de la Pinzée, Et donc c'est pareil, on a plein de rochers comme ça superposés. Ouais. Et si vous voulez, vous avez quelquefois deux rochers, un autre par-dessus. Alors ce ne sont pas des dolmens, hein, pas du tout. Ce sont des roches qui se sont reposées naturellement et qui se sont posées les uns sur les autres comme ça à la fonte des glaces en fait. Donc ce sont des gros blocs qui ont été charriés à l'époque glaciaire et qui se sont en fait, si vous voulez, lorsque la glace a fondu, ils se sont déposés là où ils étaient et on retrouve des chaos comme ça un petit peu. Et surtout le bord des vallées. Alors sur le dessus ici je sais pas parce qu'ici on est presque au sommet quand même de la colline là. On approche là, donc à moins que Comédic soit passé par là. T'as vu qu'ils ont fait des séparations. Surtout derrière vous, vous n'avez pas vu la trace de chaussures. Hein. Ici, là. Ici, la belle trace de chaussures. Ah ouais. Voilà, alors donc on est donc au lieu-dit Rocher de Saint-Énéour, donc sur Torgane-Saint-Énéour, comme je disais tout à l'heure. Donc Saint-Énéour est un saint qui vient de Bretagne, nous dit-on, de Grande-Bretagne bien sûr. Donc il a traversé la mer comme les autres sur une hoge de pierre. Hein. Et il n'est pas venu avec son hoge, avec son bateau jusqu'ici, hein, parce que à l'époque la mer ne remontait pas au pied du rocher de Saint-Énéour. Donc en fait il a débarqué dans le sud Finistère, en Bigoudénie au départ. Et donc la première paroisse qu'il a fondée, c'est celle de Plonéour-Lanverne. Donc il y a aussi comme saint fondateur Saint-Énéour. Voilà. Et donc il y a un troisième Plonéour avec Plonéour-Ménez, c'est Plonéour 13, donc, qui est en bordure de mer. Voilà. Donc il est venu là au 6e siècle, nous dit-on. Il aurait donc son hoge de pierre serait à Plonéour, dans le sud Finistère. Alors après, par contre, de Plonéour 13, on n'en parle pas beaucoup, donc il a dû passer par là-bas, il a peut-être été pêcher des coques là-bas dans ce secteur-là, et puis il est revenu sans doute ici voir les rudes paysans des Monts d'Arrée à l'époque, pour essayer de les convertir. Et donc il n'était pas très très conciliant, si bien qu'il a dû passer pas mal de temps, et donc il errait par la campagne, et son ermitage donc se situait ici. Donc la légende raconte donc qu'il passait la nuit ici, donc vous avez le lit de Saint-Énéour, là, attention de tomber dedans. Comme je disais, il était très grand par l'esprit, petit par la taille, ça n'empêchait pas d'avoir de grands pieds. Ah oui, là. Parce que là, c'est la place où il laissait ses chaussures tous les soirs. D'accord. Alors après, toutes les autres cavités que vous avez là, je vous laisse imaginer ce qu'il pouvait y mettre. Certains disent qu'il posait également son livre. J'ai eu du mal à trouver une forme de livre. Enfin bon, toujours est-il qu'il y avait peut-être quelques ustensiles de ménage également. À cette époque-là, il n'y avait Voilà. pas beaucoup de livres. Il y a encore l'oreiller. Ça passe. Alors la commune de Non, je Saint-Énéour en pense fait est datée, donc la paroisse plutôt, donc on y fait référence pour la première fois en 1172. Alors Ploénéoul, alors c'était Plo, vous voyez, comme de l'autre côté là-bas, qui est devenu donc après très vite Plouénéour d'abord d'ailleurs, une montée donc dans la montagne en 1332 je pense, à peu près, l'année n'est peut-être pas exacte, mais enfin bon c'était pas hier. Hein, donc, voilà, et donc aujourd'hui, Plonéour-Ménez. Donc bien sûr, la paroisse est devenue commune à la Révolution. Alors la commune couvrait également la commune voisine de Loquet-Guinère-Saint-Égonec, qui a été maintenant rattachée à Saint-Égonec-Loquet-Guinère. Ils viennent de fusionner là. Mais j'ai vu dans des documents qu'il aurait été enterré dans l'église de Plonéour. Alors, il serait enterré dans l'église de Plonéour. Voilà, il serait. On n'a pas trouvé d'ancêtres notamment. Il faisait partie de ce qu'on appelait après la classe des Julottes. Les Julodettes, hein, donc les riches de Plonéour et du coin, hein, autant je dis Comana, Sizun, enfin bon, de Saint-Égonec et autres. Et donc qui étaient en général, qui avaient le double profession, si vous voulez, donc ils étaient paysans, mais ils étaient aussi fabricants de toiles. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ils achetaient du fil, de lin, qu'ils blanchissaient. Alors tout à l'heure, on verra un candi dans
une petite maison qui s'appelait, parce qu'il faut de l'eau, hein, bien sûr, ça trempait plusieurs fois dans l'eau. Donc c'était donc mis en fait, si vous voulez, à blanchir, enfin au départ, donc dans les auges qui sont ici. Ah d'accord. On voit leur place originale, hein, peut-être le mettre dans un combi. Hein. Donc là, ils ont été rapportés là. Alors ici, on ne le verra peut-être pas. La première auge a un tronc. D'accord. Et après, donc celle-ci, c'est une rehausse. Alors c'est quand même, vous remarquez le travail. Je ne sais pas si vous voyez du tailleur de pierre qui devait faire ces cercles de granit. Quoi. Et ça, ça a été découpé dans des cercles de granit quand même. Hein. Dans des blocs de granit. Et donc, on y mettait de l'eau bouillante, de l'eau chaude et de la cendre de hêtre. Et on y faisait tremper le fil de lin. Et il répétait l'opération 6 à 9 fois, comme ça. D'accord. Et après, on verra, et il rinçait donc à chaque... donc il ressortait tout le fil, il le ressortait, il le nettoyait donc pour enlever la... Et il recommençait l'opération. Et après, donc, il le faisait pour le faire blanchir encore plus. Il le faisait, parce qu'il y avait du soleil à cette époque-là, à Plonéo. Il y en a toujours d'ailleurs. Et il le faisait donc en fait blanchir aussi au soleil. Et à la lune aussi, hein, parce que si vous regardez dans vos maisons, les moquettes par exemple, vous n'avez qu'à laisser des fenêtres ouvertes, hein, vous verrez que ça fait blanchir les fibres de tissu. Donc on est donc là dans une ferme donc, qui s'appelait alors le Penker au départ, qui est devenu le Penher maintenant. Enfin, c'était écrit Penker, maintenant c'est Penher. Et donc ça a été construit normalement par René Léon. On doit voir ici, on va les tenir face à la... Ici sur le linteau de la fenêtre, dans le tuyau, vous allez retrouver ici Léon. Vous voyez, donc la maison a été construite en 1736, donc au 18e. Par contre, si vous voulez, donc la première maison est ici. Ça, c'est le Ticose. Et ici, c'est le Tineves, donc la vieille maison et la nouvelle maison. Alors, nouvelle maison qui est reconnaissable à son avancée, puisque sur les vieilles maisons, il n'y avait pas d'avancée. Donc, ce sont les plus récentes après. Donc, quand ils s'enrichissaient, il fallait montrer un petit peu qu'on prenait un petit peu d'ampleur. Et puis, donc, ça se traduisait aussi par la construction de nouvelles bâtisses. Donc, vous avez vu le nombre de maisons. Alors, je crois qu'il y avait 6 logis, parce que bien sûr, vous aviez le propriétaire des lieux, mais ils avaient aussi des domestiques. Hein. Et pour ceux, je suis en train de lire un bouquin qu'on m'a donné gentiment l'autre jour de bibliothèque. Donc, un chêne en Bretagne, un vieux chêne en Bretagne, et où il parle justement d'une famille donc, de paysans, justement, fabricants de toiles, où on retrouve exactement... D'ailleurs, il y a des liens de parenté entre ceci et... Alors, il venait de l'Esménès, alors qu'il est complètement à l'opposé de la commune. Donc c'est un autre village, vous avez des maisons donc plus anciennes que celle-ci encore, avec des escaliers extérieurs à porche. Donc vous avez souvent, on voit d'ailleurs, vous voyez qu'il y avait des fenêtres à l'étage. Vous avez la fenêtre arrondie là, vous voyez là. Juste à côté, vous avez une porte carrée, et très souvent, donc, vous aviez un auvent devant et des escaliers extérieurs qui permettaient de monter aux étages. On ne montait pas par l'intérieur, on montait par l'extérieur à l'étage. Et à l'étage, notamment, ils stockaient toute la toile de lin, les toiles qu'ils fabriquaient. Alors les toiles, d'après ce que j'ai pu lire, faisaient 90 cm de large et 120 mètres de long. Donc c'est-à-dire qu'ils tissaient quand même. Et tout était plié, rangé dans des coffres, dans des armoires, enfin et autres. Je voulais avant que les marchands ne viennent les acheter pour repartir donc, et fabriquer des voiles de bateaux. Alors c'est fait par FP, R, Léon et Barbe Corps. Alors Corps c'est CO2RE, mais comme ils voulaient mettre la date en plus, ils n'ont pas écrit tout le nom. On a souvent simplement les initiales et puis une partie du nom. B, c'était Barbe. Elle se prénommait Barbe. Barbe Léon, c'était son épouse. Barbe Corps, c'était son nom de jeune fille. Voilà. Très important de mettre les deux noms, puisqu'en règle générale, si vous voulez, ils se mariaient aussi entre eux quand même. Donc on ne mélangeait pas les riches et les pauvres.